monsieur, bonsoir et toutes nos excuses apportées à la diffusion de ce 20h. Tout de suite, les titres. Dans l'actualité de ce lundi, démantèlement et vente de matériel des CTE à des structures privées. Abdoulaye Diouf Sarr traduit en justice le docteur Babacar Niang. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce une plainte contre le médecin-chef de Souma Assistance pour propos diffamatoires. La pluie a causé 2 morts à Matam, une maison effondrée sur ses occupants. Plus de 100 mm sont enregistrés à la station météorologique de la région. Déficit d'oxygène dans les CTE, le chef du service de radiologie de l'hôpital Le Dantec déclenche le tocsin. Le manque d'oxygène complique la prise en charge des malades. Non au pass sanitaire en entreprise. L'obligation vaccinale n'est pas une option pour les employeurs. Ces procédés sont discriminatoires et attentatoires aux droits des travailleurs selon le ministère du Travail. On vous explique tout dans cette édition. Et puis affaire du spectaculaire cas de fraude au bac à Diourbel. Les mises en cause sont poursuivies pour fraude à l'examen, usurpation d'identité et complicité. Le couple a été déféré au parquet ce matin. La Rado dénonce la publication de la photo de l'accusé. Morts, dont un enfant de 13 ans, un adolescent à Matam. Les fortes précipitations ont aussi causé beaucoup de dégâts matériels. Le ruissellement des eaux de pluie ont réduit un bâtiment en état de gravat. Voyons tout cela avec Ali Bandelian. Les fortes pluies qui arrosent la région avec plus de 100 mm à la station météorologique de Matam ont fait des victimes. Les premiers de cet hivernage, à Taïbangueyen, localité dans la commune de Nabadji-Sivol, un bâtiment s'est effondré sur ses occupants. Une chute qui surprend toute la famille de Thiam. Un enfant de 13 ans est mort sur le coup. Au moment où les villageois cherchaient à tirer le corps sans vie de l'enfant des décombres, d'autres secouristes tentaient le parcours du combattant pour se frayer un passage, dans le seul but d'évacuer l'autre blessé. Tâche compliquée et trop de temps perdu. La victime, frère du ministre Zahra Thiam, décède en cours d'évacuation, plongeant du coup toute cette zone dans une grande tristesse. Le corps sans vie se trouve en ce moment à Ourossogui. 2 morts à Taïbangueyen, où les fortes pluies ont également fait d'énormes dégâts dans des habitations envahies par des eaux de ruissellement. Même décor dans d'autres localités de la commune de Nabadji, comme à Sinthioumogo et à Sinthioumbala, où les populations se sont réveillées les pieds dans l'eau. Du côté de l'administration locale, l'heure est au constat et au recensement des sinistres. Pendant ce temps, les autres sinistrés du département de Kanel, localisés dans les zones de Sinthiou-Bamambé, de Wendu-Bossiabé et de Ndendori, attendent toujours les premiers secours de l'État. Même la visite annoncée du ministre Samba Diobenka, au nom du gouvernement au chevet des familles sinistrées, a finalement été reportée. Merci Ali. Dans l'actualité également, le défunt président de l'ASC Tchosan de Pikine a été inhumé cet après-midi. Un hommage appuyé lui a été rendu par tout le monde sportif pikinois. Leur réaction avec notre équipe. Pikine. Comme vous l'avez si bien dit, Samba Amadou Sarr était un monument dans le département de Pikine. Quelqu'un qui était aimé, mais quelqu'un aussi qui était d'une générosité incommensurable. Quelqu'un qui avait un engagement sans faille pour toute la cause sportive du département de Pikine. Quelqu'un sur le mouvement sportif pikinois. Sensible sur le plan social, sur le plan sportif, et vraiment par rapport même à l'ambition qu'il avait pour le devenir du football. Et ça, c'est quelque chose qu'on a partagé avec lui. Et le président Madi Touré ici, présent, pour pouvoir accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Dans le milieu de la santé, dans le milieu du sport, mais également dans le milieu politique. Donc je veux dire que Samba Sarr englobait, il englobait en lui seul plusieurs branches, plusieurs dimensions. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, l'accueille dans son paradis céleste. Indescriptible. Pikine Ouest, la banlieue de façon générale a perdu un grand homme. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez le monde qui est venu aujourd'hui au cimetière de Pikine, démontre à aisance la dimension.
À la une également, la plainte du ministre de la Santé et de l'Action sociale contre le docteur Babacar Niang. Abdoulaye Diouf Sarr accuse le médecin-chef de Souma Assistance d'avoir tenu des propos diffamatoires de nature à porter le discrédit sur les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le docteur Babacar Niang a affirmé ce dimanche que les matériels dans les CTE sont démantelés et vendus à des résidences hospitalières privées. Et venons-en justement à la situation épidémiologique. 18 décès sont enregistrés au cours de ces dernières 24 heures et 55 personnes font une forme grave de la maladie. Dans les CTE, c'est le déficit d'oxygène qui donne du fil à retordre à la communauté médicale. Le chef du service de radiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec est à bout de nerfs, vous allez le voir. En autre entrave à une bonne prise en charge des malades, la panne du scanner depuis 2 ans maintenant, selon le professeur Elhadji Niang. Il était l'invité de la matinale de TFM. Le BABA, c'est l'oxygène et ça manque. Le personnel de santé est très mal loti, travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Tu as un malade qui a le COVID dans ta voiture, tu roules d'hôpital à hôpital jusqu'à perdre ton patient parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil. Depuis 2 ans, depuis le début de la maladie, le scanner ne marche pas. Il ne fonctionne pas. Il a marché peut-être 3 mois. Qu'est-ce que vous faites alors pour les... Mais qu'est-ce que nous faisons? On dit aux malades qu'il n'y a que la radiographie. Il n'y a pas autre chose. Quand sur le bulletin il est marqué scanner, malheureusement on ne peut pas faire la radiographie. On dit aux malades que nous sommes en panne, allez ailleurs. La radiologie, c'est la première étape. Dès lors que quelqu'un vient, présente des signes thoraciques, on lui fait un scanner. C'est sur la base du scanner que le diagnostic est évoqué, même s'il est confirmé, s'il doit être confirmé biologiquement. Après le Covid, les dégâts sont là. Oui. Mais il faudra assister le malade sur le plan respiratoire, il faudra lui donner des médicaments, il faudra lui faire de la kinésithérapie. Parfois même, il sera incapable de travailler. Il faudra également l'aider à pouvoir survivre, en tenir sa famille. Et à ce jour, près de 900 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. L'obligation vaccinale, justement, est-elle une option pour les employeurs? Le ministre du Travail oppose son veto. Cela ne vous a pas échappé. Certaines sociétés, dont la Sénélec, ont fortement incité leurs agents non vaccinés à se faire inoculer le vaccin au risque de se faire imposer tout bonnement des congés. Eh bien, même si la situation épidémiologique est compliquée, cette mesure serait illégale. Alassane Ba et Diafara Ba. Il juge la mesure discriminatoire. Interdire à des employés l'accès au lieu de travail parce que tout simplement ils ne se sont pas fait vacciner est une violation flagrante de notre législation. Parce que de la même manière qu'il n'y a pas d'obligation pour les citoyens de se faire vacciner pour accéder à certains lieux, aucune loi aussi n'impose aux travailleurs de se faire vacciner pour accéder ou bien rester dans l'entreprise. Donc c'est une note qui est illégale et non conforme à la réglementation. En l'état, notre dispositif juridique n'impose pas aux travailleurs de se faire vacciner contre telle et telle maladie pour pouvoir accéder à son poste de travail. C'est un premier élément de fait. D'ailleurs, le ministère du Travail a fait un communiqué en guise de rappel, mais également a fait une recommandation visant à recourir à la sensibilisation et au dialogue. Il est possible, mais dans le cadre d'un débat et d'un dialogue, de veiller à faire ce qu'il faut pour qu'ensemble, les employés et les employeurs s'en sortent au mieux. Cette question, évidemment, disons, la recommandation du vaccin est une question qui devrait être prise avec intelligence. Au-delà d'ailleurs de l'entreprise, c'est l'ensemble de nos concitoyens et par-delà eux-mêmes l'ensemble des hommes sur la Terre qui devraient comprendre aujourd'hui que nous avons intérêt à aller en direction du vaccin. Cette pandémie a ceci de sérieux qu'on n'a pas encore de remède adapté en tant que tel. Le seul remède, entre guillemets, c'est la prévention. C'est pour cela que le dialogue social doit être vraiment revisité dans ces circonstances-là. Les délégués de personnel, qui sont des représentants des travailleurs, qui sont des relais aussi, doivent être, à mon sens, impliqués dans la lutte contre cette pandémie-là.
Et pour cela, je pense que les mesures barrières sont là. Autre précision du ministre du Travail, l'employeur a l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité des employés, un même dispositif juridique qui impose à l'employé de veiller aussi à avoir les attitudes qui peuvent instaurer la santé et la sécurité dans les lieux de travail. Merci Alassane. La flambée du variant Delta se mesure également à Rufisque. Là-bas, le service d'hygiène a initié des démonstrations de désinfection des morgues, mais aussi des domiciles. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. C'est un Mamadou Thiamfaye en pleine démonstration qui nous reçoit dans les locaux de la sous-brigade de l'hygiène de Rufisque. Deuxième au tableau des contaminations dans la région de Dakar, la flambée des cas de Covid-19 préoccupe les autorités sanitaires. Je peux dire que la situation de la pandémie au niveau du département, elle est extraordinaire. Parce que nous comptons des morts. Et ça c'est inacceptable. Il faut quand même désinfecter les mesures qui ont été attaquées par ce virus. Les mosquées également ont été désinfectées. Les artères également ont été désinfectées. Et la maladie, elle est là, elle est réelle. Et nous demandons aux gens de faire tout pour combattre cette maladie qui est la Covid-19. Nous, c'est l'hygiène. Chaque jour, il y a plus de 3 ou 4 cas par jour. On nous interpelle pour aller désinfecter un domicile ou désinfecter également des morgues. Avec la saturation des structures de santé et le nombre très élevé de malades dans les maisons, la désinfection des domiciles peut être une solution pour éviter la propagation du variant Delta. Comment s'y prendre? Major Mamadou Thiamfaye donne la leçon. Aujourd'hui, on a fait une démonstration au niveau de la brigade d'hygiène parce qu'il y a eu 5 mois de cela ou 6 mois de cela. On a fait la démonstration au niveau national avec le Centre national d'hygiène pour faire la démonstration de la désinfection à domicile. Ça consistait à avoir 4 parts d'eau et une part de javel, et ça fait 5 parts. Ces 5 parts-là consiste la solution. Cette solution-là, nous la désinfectons au niveau de la maison, concernant la désinfection des loquets, des clés, des rampes d'escalier, des bancs, des chaises, et des cuillères, et un peu partout. En tout cas, et la solution, elle est renouvelable tous les 24 heures. La même solution ne peut pas faire plus de 24 heures. Si on nous faisait 24 heures de solution, pour avoir une autre solution, il faudra forcément la renouveler. Il faut ajouter à cette technique l'observation stricte des mesures barrières, notamment le port du masque. Moi, j'ai l'habitude de dire, pour éviter cette maladie qui est la pandémie, les mesures barrières sont à respecter. Surtout le port de masque. Le port de masque est vraiment obligatoire. Parce que si je porte mon masque, je me protège et je protège les autres. Et si les autres portent le masque, ils me protègent. Ça, c'est important. Mais actuellement, qu'est-ce que vous voyez des gens qui portent des masques et les autres ne portent pas? C'est inadmissible. La sous-brigade de l'hygiène de Rufisque enrichit ses stratégies de lutte. Elle s'associe désormais à la sensibilisation et la désinfection domiciliaire. Ce lundi marque la fin des épreuves du bac 2021. Cette année encore, des cas de fraude ont été enregistrés, cas de fraude dont le spectaculaire camouflage de Diourbel. À la lumière de cette affaire, on s'intéresse justement au masque avec ces questions. Le masque chirurgical est-il un obstacle à l'identification des candidats et comment lutter contre les cas de fraude tout en veillant au respect des gestes barrières? Élément de réponse, Marcel Farba Maroun et Tierno Laurent Mendy. Les épreuves du premier tour du baccalauréat édition 2021 ont connu leur épilogue ce lundi. Outre les mesures prises par l'ensemble des établissements pour contrer l'évolution du coronavirus, l'autre question était liée au cas de fraude durant cet examen. Comme chaque année, ce fléau fait l'objet de sensibilisation, ce qui n'a pas empêché d'en noter dans certaines parties du Sénégal. Il existe cependant des centres qui n'ont pour l'heure noté aucun incident dans ce sens, comme c'est le cas au lycée Sergent Malamine Camara, communément appelé lycée moderne de Dakar, l'IMODAC. Le centre est très fonctionnel. Voilà, la sécurité est régulièrement donc surveillée. À l'entrée de l'établissement pendant les jours donc, de la composition écrite, systématiquement, les vigiles, également donc la police, ont veillé vraiment donc, à interdire l'entrée des téléphones dans l'établissement. Même par rapport aux surveillants, on a été parfois un peu rigoureux.
que si c'était juste pour peut-être donc les informations. Mais on a même empêché à nos surveillants et interdit aux surveillants d'utiliser donc le téléphone comme de façon donc classique. Pour la surveillance également, nous avons dans chaque salle au moins 3 surveillants. Nous avons donc au moins 3 surveillants. En ces temps de lutte farouche contre la Covid-19, le port du masque est devenu obligatoire presque partout au Sénégal, ce qui pourrait faciliter ces cas de fraude dans les centres d'examen. Déjà avec le port que vous mettez, comme c'est le cas à Diourbel, donc ça attire l'attention. Ça attire l'attention de telle sorte que c'est vous-même qui poussez les gens qui suscitez voilà, la curiosité des gens. Mais franchement, nous, au niveau du portail, nous sommes là, on regarde les candidats passer, parce que chaque candidat qui passe, on s'assure qu'il a son masque, on s'assure également qu'il se lave les mains, qu'ils mettent du gel. Donc là, on les identifie, on les voit. Et ce que nous voyons, bon, en tout cas depuis le début, on touche du bois. On n'a pas eu de cas un peu curieux. Le camouflage, comme il a été noté dans la région de Diourbel, n'est toutefois pas la seule méthode. Il y a d'autres qui trichent autrement via des fuites d'épreuves, les groupes WhatsApp. Il existe même des surveillants qui dégagent leurs responsabilités. Concernant les masques, il y a des cas qui passent. Il y en a d'autres techniques aussi. Ceux qui écrivent sur leurs mains, les filles qui portent des perruques ou qui sont voilées. En rappel, le jury 1700 du lycée Sergent Malamine Camara comptait 401 candidats répartis en 2 séries, L'1 et S2. 30 candidats ont été déclarés absents. Merci Marcel, et on en vient justement à cette affaire de fraude à Diourbel. Vous le savez, les 2 mises en cause ont été déférés au parquet ce matin et ils sont poursuivis pour fraude à l'examen, usurpation d'identité et complicité. La section locale de la radio dénonce en revanche la publication de la photo de l'un des accusés. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nongondiaï. Fraude à l'examen, usurpation d'identité et complicité sont les charges retenues contre les 2 amis du centre Makan Faye de Diourbel. Ils ont été déférés au parquet ce lundi matin. Le procureur les entendra et décidera de leur placement ou non sous mandat de dépôt. Dans le centre théâtre du forfait, c'est le calme plat, aucune réaction. Le président du jury a instruit collaborateurs et candidats à tenir leur langue. Cette affaire de fraude et ces derniers développements n'ont pas laissé indifférente la rencontre africaine des droits de l'homme. Dès lors qu'elle n'est pas encore condamnée, qu'elle est prévenue, il est anormal et injuste que sa photo soit prise au niveau de la police et que cette photo puisse aujourd'hui se retrouver dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle la RADDHO s'injure contre cet état de fait et demande à l'inspecteur général de la police de sévir ou bien de rappeler à l'ordre ses agents. L'étudiant et sa copine ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat urbain de Diourbel pour fraude à l'examen, usurpation d'identité et complicité. Merci Babacar. Plusieurs individus ont été interpellés la nuit dernière aux abords de la plage de l'Anse-Bernard et du Lagon. Ces arrestations ont été effectuées dans le cadre d'une opération de sécurisation menée par le commissariat du plateau sous la supervision du sous-préfet Mamadou Fall et Alioune Diagne. Cette allée mène vers des abris de fortune, envahis souvent par des repris de justice et d'autres personnes pas du tout clean, ce qui accentue l'insécurité à Dakar. Pour mettre fin à cela, la sous-préfecture de Dakar et le commissariat du plateau ont procédé à une opération de sécurisation. Plusieurs personnes interpellées. L'opération a consisté aujourd'hui à faire une descente au niveau de la plage de Anse-Bernard et au niveau de la plage du Lagon. C'est une zone quand même qui est réputée être une zone criminogène, où il y a beaucoup de repris de malfrats, des baraques et des cabanos quand même qui sont institués et qui sont source, n'est-ce pas, de violence, de criminalité vraiment exagérée. C'est dans cet esprit que le commissaire de la police de plateau, Hadifal, vraiment m'avait alerté. En tout cas, nous a effectivement décrit la situation. C'est dans cet esprit, effectivement, nous avons mobilisé les moyens, n'est-ce pas, de la commune de Plateau, ensuite l'UCG et les éléments de la police qui ont fait un travail remarquable. Beaucoup de personnes ont été surpris, vraiment dans des conditions qu'on ne peut pas décrire. Anse-Bernard, Lagon, tous ces lieux ont été visités
tous les abris de fortune détruits. Les populations doivent continuer à dormir tranquilles pour dire qu'effectivement la police est en train de faire un excellent travail, en tout cas pour sécuriser les populations. Ce que nous demandons donc, c'est la coopération des populations pour en tout cas nous aider à dénicher effectivement, n'est-ce pas, ces niches, n'est-ce pas, qui sont criminogènes. Le sous-préfet de Dakar promet de redescendre sur le terrain. Son seul objectif, zéro criminalité à Dakar Plateau. Et toute autre chose, à présent, augmentation des tarifs des titres de transport. Les prestataires agréés au service des mines dénoncent la décision. Vous le savez, le tarif de mutation de la carte grise a été porté de 21 000 à 41 000 francs CFA désormais. La confection des documents biométriques a été confiée à 2 sociétés privées. Les prestataires, eux, s'estiment lésés. C'est un sujet réalisé par Fatou Bintou Conté et Youssou Barro. C'est désormais pour immatriculer son véhicule, il faudra débourser plus. Les tarifs sont passés du simple au double. 2 plaques d'immatriculation plus la carte grise étaient fixées à 21 680. Et maintenant, c'est 41 000, soit presque une hausse de 19 000 francs. Pour les motos, la tarification était fixée à 14 600 et poussières. Maintenant, c'est à 28 000 francs. Et nous avons jugé nécessaire que vraiment cette hausse de tarification est vraiment inaccessible. Une augmentation dont les prestataires de services ignorent la provenance et demandent au ministère du Transport de les édifier sur cette hausse des tarifs. On n'a aucune explication. Du jour au lendemain, ils ont augmenté point barre. Car, selon eux, depuis que cette nouvelle société s'est implantée au Sénégal, beaucoup de jeunes fabricants de plaques d'immatriculation ont perdu leur boulot et les prix ne font que grimper du jour au lendemain. C'est au bénéfice des étrangers. C'est les étrangers qui font les plaques. Zomalto, qui font les plaques d'immatriculation. À ce prix-là, ça ne profite à personne pour les nationaux. En plus, ce qui me fait mal, c'est-à-dire les nationaux qui faisaient les plaques, eux tous, ils ne travaillent plus. Ils ne travaillent plus. Malheureusement, nos tentatives pour entrer en contact avec ces sociétés afin d'avoir des éclaircissements sur cette situation est restée vaine. Bintou. Et puis sur l'international, on apprend que le Maroc va remettre en place le couvre-feu de 21h à 5h du matin à partir de ce mardi. Les déplacements entre plusieurs villes, dont Marrakech, seront limités aux détenteurs d'un certificat de vaccination. Et puis un mot de sport, Tokyo 2020, les espoirs de médailles aux JO reposent désormais sur les épaules du lutteur Adama Diatta. Il rentre en lice vendredi prochain. Depuis le début de cette compétition, vous le savez, les Sénégalais sont éliminés, hélas, après les uns, après les autres. L'escarcelle est encore vide, cher Sadibou Diarra. À Tokyo 2020, les athlètes sénégalais n'ont réalisé aucune performance, ce qui est loin d'être une surprise. Si on voit les athlètes qui vont assez souvent représenter le Sénégal, c'est des athlètes invités. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas ils n'ont pas fait les minima. Donc effectivement, depuis ces années-là, on fait que de la participation. Il faut repenser le sport sénégalais. Il faut repenser. Au moment où on faisait de bons résultats, par exemple en natation ou bien en athlétisme, c'est parce qu'on prenait très le cas d'Amiba Ketcham, le cas de Diaba, ainsi de suite. Et ils ont appris très tôt et ils sont allés au très haut niveau pour se former. C'est ça qui manque actuellement. Les athlètes, quand tu cours très vite, tu préfères aller au football. Quand tu es très grand, tu préfères faire avant de lancer les javelots ou le marteau, ils préfèrent faire de la lutte. Quand ils sont très grands de taille, il faut faire le basket au lieu de faire du saut en hauteur. Donc, il faut repenser aujourd'hui le sport sénégalais d'une façon générale. Pour y remédier, des pistes de solutions ne manquent pas. Moi, je pense que le Sénégal ne peut pas faire comme les pays développés. On ne peut pas avoir 52, 53 fédérations sportives ou associations nationales comme la France. Il faut se recentrer sur certaines disciplines qu'on maîtrise de mieux. On ne peut pas faire, sinon on va être obligé de faire juste saupoudrage. Il faut se concentrer. Aujourd'hui, le football sénégalais, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on ne gagne pas. Mais au moins, nos footballeurs sont de niveau mondial parce que les gens sont pris très tôt au niveau des académies, des centres de formation. Et aujourd'hui, on a des centres techniques où on peut s'entraîner tous les jours. Donc, c'est la différence. Il faut qu'on se ressente sur certaines disciplines, qu'on essaie de recruter très tôt les jeunes qui peuvent faire ces disciplines. Par exemple, aujourd'hui, on va
On est sûr d'organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. C'est l'occasion ou jamais de lancer une génération qui va nous valoir des satisfactions dans les années à venir. Il faut pas prendre, on ne peut pas être dans toutes les disciplines, encore une fois, mais se recentrer sur 4, 5, 6 disciplines et essayer de lancer une génération. C'est à ce niveau-là que le problème se passe. Le Sénégal a 5 années pour mettre en place les bases de ses succès futurs. Formation et compétitivité pour sortir une belle génération d'athlètes de haut niveau. Allez tous derrière Adama Diatta vendredi prochain. Merci beaucoup cher Sadibou Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Dans Soir d'info, Barthélémy Ngom reçoit Lamine Baragaï pour revenir sur des questions de l'heure. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée sur TFM.